Alors nous voilà, on est en direct. Bonjour Lorraine. Bonjour Cynthia. Je suis tellement excitée. J'ai le sourire vraiment fendu jusqu'aux lèvres. Je suis tellement, tellement heureuse, fébrile aussi à la fois, super excitée puis honorée de te recevoir. Tu es, tu sais, moi je suis là puis je te tutoie en plus, mais dans le fond, tu es vraiment une travailleuse sociale chevronnée en fait dans le domaine de la médiation familiale, dans le domaine en fait de l'accompagnement des familles séparées. Tu es une pionnière en fait. C'est Mmh. grâce à toi, ben pas juste grâce à toi, mais en grande partie grâce à toi si la médiation familiale existe au Québec. Mmh. Si en fait, tout ce qui appartient en fait à l'accompagnement des familles séparées, tu as collaboré à l'écriture de plusieurs livres. Mmh. Tu Mmh. donnes énormément de conférences, de formations pour les intervenants, pour être en mesure que les services offerts à ces familles soient toujours d'excellente qualité. Tu as Mmh. d'ailleurs été, en fait, plusieurs années aussi, directrice du centre d'expertise, Mmh. de Montréal. Mmh. Tu as mis en place plusieurs programmes, aussi là, en fait, pour l'accompagnement des parents. Je pense, en fait, au groupe Confidence pour les enfants. Mmh. Je pense au groupe de communication pour les parents. Bref, je pourrais continuer longtemps, en fait, à te louanger. Tu as reçu plusieurs prix aussi d'excellence, en fait. Merci d'exister pour les familles. Ben, c'est super gentil de m'inviter. Évidemment, j'ai beaucoup d'estime pour toi, pour le travail que tu as développé dans ta région. Donc, c'est un plaisir si on peut, papoter, placoter, un peu sur, les questions là, sur lesquelles tu vas m'amener à réfléchir avec toi. Absolument. Et d'ailleurs, le sujet que je voulais qu'on aborde ensemble, tu sais, on s'est beaucoup questionné. Je me suis questionnée parce que, mon Dieu, je reçois Lorraine, je pourrais recevoir Lorraine pendant toutes les semaines, pendant une semaine, puis je pense qu'on aurait toujours de quoi à dire parce que, mon Dieu, j'ai été tu m'as formée aussi, en fait, hein, beaucoup. C'est tout mon savoir, en fait. Des fois, je me sens comme une voleuse d'idées, mais parce que c'est comme si que j'essaie de prendre tout, tout, tout. Vous n'avez pas le droit de prendre votre retraite. C'est impossible. Ben, je suis pas retraitée je sais que je serai en âge de me retraiter, mais les gens me disent toujours, quand est-ce que je vais accrocher mes patins, mais je dis toujours que j'ai encore un tour de piste. Alors j'ai la santé, j'ai la passion et je sens vraiment que, ça peut apporter quelque chose. Puis oui, puis je continue de donner beaucoup de formations, mais des personnes comme toi et d'autres qui sont très créatives, c'est que ça permet justement de développer de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, puis c'est ça, moi, qui me Mmh. passionne encore, actuellement, oui. Oui, parce que tu es aussi appelée à aller à l'international aussi. Tu es quand Oui. même aussi fondatrice, en fait, de l'AIFI, qui est Mmh. l'Association internationale pour les intervenants qui travaillent auprès des familles séparées. Donc, ça t'amène aussi à aller à l'extérieur pour nous Mmh. ramener aussi qu'est-ce qui se fait ailleurs. Et Mmh. ça, c'est très, très riche. Donc, merci encore d'être là. Je suis vraiment très, très heureuse, vraiment heureuse. Un plaisir partagé. Et toi, tu pratiques en fait, dans les Laurentides, hein, dans le fond, pour Oui, les gens qui ne te oui, connaisseraient pas, là, dans oui. le fond, tu Mmh. pratiques dans les Laurentides, là, principalement, soit en visioconférence ou en présentiel? Mais de plus en plus, je suis en présentiel parce que, bon, dans la COVID, on n'avait pas le choix. Mmh. Mais, quand les parents peuvent se déplacer et surtout pour rencontrer l'enfant. Alors rencontrer l'enfant en présentiel, c'est exceptionnel, puis il faut il soit quand même en âge, peut-être plus un ado, mais en Mmh. présentiel, c'est important, même avec les parents en conflit, de pouvoir se connecter, sentir, que les parents sentent notre empathie à leur souffrance. Il y a quand même une barrière avec le visuel, l'audiovisuel, bon, Mmh. c'est là, c'est intéressant, il faut pas le négliger, puis il faut pas non plus dire non, mais je pense qu'il Mmh. faut, revenir avec le balancier que pas toujours en virtuel, pardon, Mmh. que le présentiel a une grande valeur. Mmh. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout comme tu le mentionnes, quand il est question des cocos, des enfants. Tout à fait, tout à fait. Tu as beaucoup, en fait, aussi développé l'approche cococo, hein, dans le fond, j'aimerais ça que tu puisses peut-être juste nous expliquer un petit peu quand tu rencontres des familles, soit en contexte de médiation ou quand tu fais aussi justement tu fais beaucoup aussi d'accompagnement de coparentalité. Est-ce que tu as envie de pouvoir juste nous expliquer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet des enfants, comment tu accompagnes justement les parents séparés? C'est quoi
ta philosophie de base un peu, si on veut. OK. Beh, que ce soit en médiation ou en coaching, mais ça dépend je dirais, de la souffrance des parents parce que Mmh. ce qu'il faut essayer de décoder ou quand les gens sont en colère, peuvent même être agressifs, ou l'inverse, les gens sont plutôt, disons, intériorisés. Il y a des problèmes, peut avoir même des problèmes de santé mentale, etc. Donc, la séparation peut amener beaucoup de réactions, des fois excessives, mais je pense qu'il faut les comprendre comme étant des personnes souffrantes. Alors, Mmh. mon approche, c'est toujours d'essayer d'aller au-delà du désir exprimé ou de la demande exprimée, comme par exemple un père, Cynthia, qui dit qu'il veut la garde partagée. J'en avais un la semaine dernière. C'est pas la garde partagée qu'il voulait. Quand on lui demande comment se fait-il, monsieur, tu sais, ça fait 2 ans que vous êtes séparés, vous voyez vos enfants un week-end sur 2, puis là, tout à coup, vous avez déposé une requête, puis qui a fait sortir madame, évidemment, de ses gonds, là. Donc, elle a reçu une requête, les parents disent par la tête, hein, Cynthia, une requête, Oui, et oui. de garde partagée, mais au fond, quand on lui demande de s'exprimer, c'est qu'il a peur de perdre ses enfants. C'est ça. Mmh. Alors, il a peur, puis il pleurait, là, tu sais. Il a peur parce que la mère arrête pas de dire il est nul, puis il est pas bon, puis en plus, elle a un nouveau conjoint qu'elle aime beaucoup. Alors, donc, mon approche, Cynthia, c'est vraiment une approche humaine, humaniste, dans toutes les situations pour essayer de comprendre la souffrance des personnes et essayer de voir à partir de ça comment on peut rediriger cette colère, cette tristesse, des fois ça peut aller jusqu'à un désir de rancœur ou de vengeance, de dire, ben, on peut-tu le rediriger de façon positive pour amener une sorte d'accalmie et une sorte d'équilibre là, pour que les gens soient mieux. C'est pas juste l'enfant, parce que tu sais, c'est beau, oui, l'intérêt de l'enfant, mais on sait que, et je dis souvent aux parents, vous savez, quand vous prenez l'avion, à qui on doit donner l'oxygène en premier? À vous. Donc, si Absolument. vous, vous n'êtes pas bien, donc l'approche que j'ai développée de coparentalité, communication, coopération, COCOCO, c'est dans toutes les familles avec lesquelles je travaille de développer cette coopération, cette communication et oui, cette coparentalité. Absolument, je suis vraiment d'accord avec toi. Je bois tes paroles. Mhm. Euh, si, quand on est justement, quand tu parles justement tu sais, que si comme parent, je vais pas bien, comment puis-je être en mesure de vraiment départager, dans le fond, Mhm. mes besoins, mes souffrances, puis ceux de mon enfant? Comment tu aides les parents à être en mesure de faire cette distinction-là pour être en mesure de se Oui. centrer sur leurs enfants, justement? L'idée, c'est que moi, je prends l'exemple avec un parent d'un miroir. Donc, quand les gens regardent dans un miroir, ils voient quelque chose, mais si on bouge le miroir, Cynthia, on peut voir autre chose. Alors, j'essaie d'amener les parents à voir autre chose que leurs besoins parce que, Mmh. le miroir, là, il bouge, puis là, tout à coup, on voit un autre angle. Donc, et c'est pour ça que je trouve que c'est très important de donner une place, un lieu à l'enfant pour être entendu, parce que la parole de l'enfant, lorsque la parole, la souffrance et tout ça est écoutée par le parent, transmise aux parents, il y a beaucoup plus de chances qu'ils vont la prendre en compte. Que oui, ils sont souffrants, mais là, tout à coup, ils réalisent que leur enfant est bien souffrant aussi et que comme ils aiment leurs enfants, ben, il faut qu'ils fassent un move, comme on dit, dans telle direction. Donc, souvent, moi, j'ai un miroir, je leur apporte un miroir, puis je leur dis, qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? Parce que comme ça, moi, je me vois, mais derrière moi, j'ai, disons, une voyons donc, Une représentation représentation? de Chagall en arrière. OK? Si je me pousse, là, OK? Alors, donc, mais il s'agit que je me bouge pour qu'on voit autre chose. Alors, je dis Exact. aux parents, ben là, moi, ce que je vais vous amener à voir, c'est qu'il y a la souffrance de l'enfant, il y a les besoins de l'enfant, mais il y a aussi les souffrances de l'autre. Parce que, vous voyez, là, si je bouge aussi, moi, j'ai un deuxième cadre, j'en ai un autre, là. Mmh. Donc, il y a une Mmh. autre. Donc, et les parents, en fait, rigolent un peu, se disent, oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, voilà, c'est ce que j'essaie de les amener à voir. Et
l'enfant a besoin, Cynthia, d'être entendu. Il le demande dans toutes les recherches que les enfants, lorsque les enfants sont rencontrés, ils disent qu'ils ont besoin d'être entendus, qu'ils veulent avoir l'occasion de transmettre leurs paroles, leurs besoins, leurs demandes, même si l'idée, c'est que peut-être les parents vont pas suivre ce que les enfants demandent. Mais ils ont vraiment besoin, puis ils l'apprécient dès qu'on le fait. Oui. Absolument. Puis justement, parce que là, il y a plein de parents ou intervenants qui, des fois, peuvent se dire, oui, mais là, on va utiliser cette parole-là. L'enfant va être instrumentalisé. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Comment tu... Ben, moi, la façon que j'ai trouvée pour justement éviter que l'enfant soit instrumentalisé ou utilisé, c'est que lorsque l'enfant vient, que ce soit en médiation ou en coaching, là, peu importe, il vient, puis je vais le rencontrer, puis il va me dire un peu ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses besoins, ses demandes. Il peut même exprimer qu'il aimerait vivre plus avec maman qu'avec papa. Il a le droit de l'exprimer. D'ailleurs, c'est un droit fondamental, hein, le droit de l'enfant, on l'oublie à l'article 12 de la Convention internationale. Donc, l'idée, c'est que oui, mais il va transmettre sa parole, puis moi, je vais m'assurer que les parents l'écoutent. Et des fois, les parents vont réagir, comme par exemple une petite qui disait l'autre jour, moi, je voudrais, papa, avoir du temps seul avec toi. Bon. Et le papa dit, mais voyons donc, comment seul avec moi? Moi, je vis avec Marie-Ève. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, je dis, monsieur, pour le moment, on entend ce que votre enfant vous demande. La semaine prochaine, on va en reparler. Donc, je demande aux parents de ne pas négocier devant l'enfant. Et ça, et le fait justement d'éviter qu'il soit instrumentalisé, c'est que là, le parent va se justifier, le parent ne sera pas d'accord, l'enfant va être témoin d'une scène disgracieuse. Là, on se dit, et l'enfant le sait quand il quitte, de dire, bon, OK, tu as pu dire ce que tu avais sur le cœur, maintenant, papa et moi, on se rencontre la semaine prochaine. Puis c'est papa puis maman qui décident, puis on sait que s'ils ne peuvent pas décider, ce sera les avocats qui les accompagneront et peut-être le juge. Mais pour que l'enfant aussi comprenne que sa parole n'est pas la loi. Et ça, c'est très important. Laurence, peux-tu répéter ça, s'il vous plaît? Parce que, mais tu sais, Cynthia, on entend des parents, j'en avais un la semaine dernière, qui dit, ah, Madame Fillon, vous ne savez pas qu'à partir de 13 ans, dans la loi, l'enfant peut décider. J'ai dit, ah oui, c'est nouveau. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est à partir de 18 ans que l'enfant peut décider. Maintenant, c'est sûr qu'à partir de 12-13 ans, on va donner un poids à sa parole, puis même la Même avant ça, hein? Oui, mais malheureusement, trop tôt. Mais il faut qu'on le dise, ce n'est pas la loi, c'est pas lui qui décide. Et l'enfant est tellement soulagé de ça, parce que son sac à dos est moins lourd. Mais ça, c'est vraiment important de le travailler de cette façon. Oui. Exact. Et moi, Lorraine, des fois, ce que je vais rajouter aussi à ça, quand les parents vont ramener justement que ben, l'enfant, il le dit, donc c'est ça. Oui. Mais vous aussi, vous dites des choses. En fait, quand vous arrivez devant le juge, vous aussi, vous allez dire vos droits, vous allez dire votre parole. Et est-ce que ça va être la loi? Est-ce que c'est ça qui va être décidé? Alors, pourquoi que ça serait comme au-dessus de tout, en fait? Et là, justement, j'ai envie de te demander, mais c'est quoi la différence de bord? Parce que malheureusement, parfois, on se leurre entre le besoin de l'enfant et sa parole, son désir, qui peuvent être deux choses qui peuvent être des fois différentes. Donc, comment faire pour déceler la différence? L'idée, c'est que si on se place du point de vue de l'enfant, lui, il ne va pas exprimer son besoin. Il va exprimer son désir. Tu sais, comme quand l'enfant veut un 3e morceau de gâteau ou un 2e cornet de crème glacée, puis qu'on lui dit « c'est assez ». « Oui, mais papa, c'est assez, t'en as assez ». Mais son besoin, c'est qu'on arrête, son désir, c'est d'en prendre un 3e. Mais quand l'enfant dit « je ne veux plus aller chez mon père », il exprime son désir, son souhait, son opinion, c'est ça qu'il faut voir. Son besoin, c'est peut-être d'y aller, sauf qu'il faut que le juge l'ordonne, parce que l'enfant a été tellement contaminé par l'autre parent, ben là je dis le père, ça peut être la mère, là, mais l'enfant a été tellement contaminé, il a été tellement amené à s'allier à un parent
que là, il peut pas exprimer son besoin. Il n'exprime pas son besoin. Et c'est ça que, par exemple, à partir de 11-12 ans, là, c'est drôlement inquiétant, mais mettons qu'on va un peu plus vieux, 13, 14, 15 ans, que même là, un jeune qui dit qu'il veut plus voir son père ou qu'il veut avoir telle ou telle chose, il n'exprime pas son besoin. C'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne. Et il y aurait moins de confusion que plutôt de dire, ben, il faut l'entendre. Et oui, la question de la maturité, hein. On parle de la maturité. L'autre, même dans la loi, on parle de la capacité de discernement. Hein? Mais je pense que moi, j'ai vu un jeune garçon, ça fait très longtemps, ça m'avait marqué, il avait 16 ans. Il témoignait à la cour, j'étais là, et il était dans la boîte aux témoins et il était un colosse de 1,80 m. Et puis, on lui a demandé qu'est-ce qu'il préférait. On pensait qu'en lui demandant une préférence, que ça serait mieux de lui demander avec qui il voulait rester. Et le grand garçon de 16 ans s'est effondré, Cynthia. Et là, évidemment, le juge a dit on ajourne, mais on a pensé le faire témoigner parce qu'il avait 16 ans. On s'est dit, ben, il est capable de. Mais on sait que si vous êtes jamais allé au tribunal, pour les gens qui vont écouter ça, quand on témoigne, maintenant, après la COVID, il y a toutes sortes de paravents, puis tout ça, c'est encore plus. Bon. Mais à côté de nous, il y a l'avocat de la mère, l'avocat du père, puis avoir l'avocat de l'enfant, il y a le juge devant qui est plus haut, hein? Il y a une petite marche plus haute que l'autre. Et tout le monde est togé. C'est assez impressionnant si on fait témoigner un jeune. Et là, on parle dans un micro, avec un micro. Et imaginez comment ça peut être impressionnant pour un enfant et je dirais même traumatisant. C'est sûr que ça, c'est pas la façon de procéder de la majorité des juges qui vont descendre de leur estrade, qui vont même voir l'enfant à leur bureau, qui vont enlever leur toge, qui vont faire ça de façon plus humaine. Mais il faut pas. C'est pour ça, je donne cet exemple-là parce que c'est pas parce qu'il y a 1,80 m et qu'il a 16 ans, c'est un enfant. Sinon, du point de vue des parents. Donc, des fois, on l'oublie. Oui, puis on lui donne un rôle d'adulte et une maturité d'adulte. Exactement. Puis, tu sais, son développement cognitif, affectif, il n'est pas terminé. On le sait que c'est vraiment plus vers comme 24-25 ans que ça va se terminer. Et qu'en plus, lorsque l'enfant souffre, hein, dans le fond, d'une situation, bien, on peut s'attendre à ce que, dans le fond, son développement puisse être retardé. Donc, c'est pas parce que j'ai de l'air, justement, mature que je peux peser toutes les conséquences d'une décision aussi importante telle que de devoir choisir entre quels parents je vais choisir. Alors que biologiquement, on est construit pour être accroché et être en proximité de nos parents pour survivre. Alors, tantôt, quand tu parlais que lorsque l'enfant en vient à dire ce genre de choses-là, qui peut être en fait, tu sais, qui peut s'être dans le fond allié à un de ses parents, justement. Mais parfois, quand les deux parents se chicanent tellement fort, puis que l'enfant, il sait pas quoi. Il va aller vers un des deux. Comment t'expliques ça, dans le fond? Parce que là, dans un contexte, des fois, où est-ce qu'il y en a un qui est peut-être plus clivé que l'autre, hein? Si, mettons, je parle en mal de l'autre ou je fais plusieurs allusions comme quoi qu'il y a un bon parent puis que l'autre n'est pas un bon parent, mais que quand les deux parents se chicanent ou sont justement à essayer de Mais c'est ça, l'idée, c'est que ce que les recherches ont démontré dans ces situations-là, c'est que l'enfant va s'allier souvent aux parents qui lui semblent le plus faible, qui a besoin justement d'avoir cette béquille-là, ou le parent qui se présente aussi comme victime, donc, bon, ben, pauvre victime, bon. Mais ce que je voudrais revenir, c'est ce que quand l'enfant exprime, par exemple, qu'il veut aller moins chez un parent, hein, que ça peut être des fois un refus justifié. Je vais donner un exemple que j'ai eu à quelques reprises. Donc, un garçon qui s'en va chez son parent, ben, je dis le père ou la mère, là, peu importe, là, on va dire parent, il s'en va chez le parent pour le week-end et son parent lui dit « Ah, OK, je voulais te dire qu'aujourd'hui, on s'en va chez ma compagne, mon compagnon, peu importe.
puis je veux te faire visiter la maison, puis tu vas aussi rencontrer ses enfants, parce que c'est là qu'on va aller vivre quand tu vas, parce on fait une semaine, donc quand on va venir, ça va être ça. L'enfant est un peu surpris parce que c'est rapide. Déjà, une nouvelle conjointe ou un nouveau conjoint puis des enfants. Bon, dans la façon de faire, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire plus lentement. Mais bon. Mais là, c'est pas ça. C'est qu'il s'en va et il y a 3 enfants dans cette maison-là. OK? Et il y a 2 chambres. Et il y a 3 chambres, pardon. Il y a une chambre de maître pour les parents. Puis il y a, je pense qu'il y avait des jumeaux dans une chambre et l'autre enfant. Il réalise qu'il n'y a pas de chambre pour lui. Oh. OK? Donc là, il visite la maison, mais on ne lui en parle pas trop, et tout ça. Puis finalement, il dit, mais papa, maman, moi, je vais être où? Et là, ils lui ont dit, écoute, ici, il y avait comme une espèce de petit raccoin. On lui avait mis des paravents. On a dit, écoute, ça, c'est temporaire en attendant que je finisse le sous-sol. Puis là, tu vas pouvoir avoir ta chambre. Mais imaginez pour un enfant de 12 ans qui, je veux dire, s'en va dans une nouvelle maison, rencontre un nouvel conjointe des enfants, il n'y a pas sa place. On n'a pas pensé à lui vraiment en termes de ses besoins. Donc, cet enfant-là va dire, et il faut faire très attention, il y a un refus justifié. Donc, il faut l'écouter aussi dans le sens que quand il veut pas, mais qu'est-ce qu'il veut pas? Donc, son besoin, donc encore là, on décode son besoin qui est j'aurais besoin d'avoir ma place, j'aurais besoin aussi d'avoir ma chambre et d'avoir mes espaces justement pour pas être pris dans ce... Puis là, le père avait beau lui dire que ces enfants-là sont très sympathiques, puis il y en a un qui est plus de son âge. Et le jeune de dire, c'était tellement touchant, Cynthia, il dit, oui, mais papa, ce sont des étrangers. Parce que pour le parent qui est en amour, mon Dieu, c'est merveilleux, mais l'enfant pour lui, alors des situations comme ça, moi j'en rencontre et en médiation et en coaching. Absolument. Mais finalement, le fait de rencontrer l'enfant, de l'écouter, de l'aider à traduire son désir en besoin, ça peut. Ben là, je me souviens que le parent, à ce moment-là, qui dit ah, tu sais, c'était comme là, il y avait un flash là, de dire ben c'est vrai que il faudrait lui préparer une chambre dans cette maison-là, mais rapidement pour qu'il se sente chez lui. Alors, c'est des situations comme ça qu'il faut être encore là quand que ce soit un parent qui veut quelque chose, bien, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi les besoins? Comment on peut aider à traduire en besoin cette demande-là? Alors, oui. Puis ça ne veut pas dire que ce papa-là ou ce parent-là, dans notre contexte, tu sais, qu'il était, que c'est pas un bon parent. Il a juste pas eu à sa conscience, tu sais, c'est comme, faut pas le juger. Là, tu sais, le problème serait si, par exemple, devant qu'on met en lumière le besoin, que le parent maintient fermement que c'est pas important, ça n'a pas à être pris en considération, mais là, on va se questionner sur le fait que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Oui. Et ça peut aller jusqu'à, Cynthia, que je signale à la protection de la jeunesse. Je dis si, et là, on ne parle pas juste d'un abus physique, on parle d'un abus aussi psychologique, puis on en voit dans les conflits sévères de séparation des enfants qui sont torturés psychologiquement, qui sont dans des conflits privés, qui se promènent d'une maison à l'autre avec des discours contradictoires, et ça amène beaucoup de conflits entre les parents. Alors, il faut les soulager, et si les parents ne peuvent pas vraiment prendre en compte les besoins, là, on parle des besoins de l'enfant, ça m'arrive de faire un signalement à la protection de la jeunesse, oui. Il y a un commentaire qui vient de rentrer, en fait, qui mentionne que, tu sais, je vais juste le reprendre parce que le nuancer un petit peu, mais qu'ils ne font rien à la DPJ, ben, il faut faire attention, là, en fait, là, il y a des fois, il y a des interventions peut-être qui ont pu être moins optimales, mais dans ce temps-là, vous avez toujours la possibilité de pouvoir faire une plainte au commissaire, hein, dans le fond, commission des plaintes pour être en mesure de pouvoir être entendu. Mais comme dans n'importe quelle profession, en fait, on peut avoir de bonnes et de moins bonnes expériences et c'est très malheureux. Donc, il ne faut pas le garder sous silence. Je vous invite à en parler avec leur supérieur immédiat ou avec les ordres professionnels si on a des doutes, en fait, quant au service qu'on a reçu.
j'irai pas plus loin nécessairement là-dessus, là, mais je trouve Mmh ça mh. important quand même de ramener qu'est-ce qu'on peut faire Mmh quand mh. on a l'impression que nos droits ont été lésés. Mmh mh. Et je suis heureuse, en fait, Lorraine, que tu as abordé un refus justifié de ce genre-là. Parce que, Mmh mh. bien sûr, il peut avoir la question de l'abus physique quand on a un problème de santé mentale qui ne serait pas traité, un problème de consommation pas traité, une situation, en fait, de violence familiale, Mmh mh. où est-ce qu'il va falloir qu'on démêle plein de choses, hein, dans le fond, Mmh. mais que penses-tu de cette phrase? Peu importe la situation, en fait, l'enfant, son parent, à la base, il l'aime. Son parent, il y a des affaires qu'il n'est pas d'accord, qu'il n'aime pas. Et si on peut travailler avec cette famille-là et que les parents ont des reconnaissances, ça sera favorable pour leur développement à long terme au lieu d'avoir une solution temporaire telle que de couper. Si Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une longue phrase, hein? Mais est-ce que tu veux dire, c'est plutôt que de couper le contact ou de retirer l'enfant puis de le placer, là? C'est pas clair pour moi, oui. Oui, bien, Qu'est-ce dans que le tu fond, veux dire? d'arrêter tout contact, hein, dans le fond, parce Ah que, oui, tu sais, je trouve que malheureusement, des fois, on a une solution, tu sais, rapide de dire, ben là, on va couper le contact, on va plus voir, l'autre parent, il le verra plus et on va donner la garde à l'autre. Mais, tu sais, si on a une situation d'urgence, bien entendu, on va le faire le temps nécessaire, mais par la suite, si on est capable de travailler avec la famille, qu'il y a de la reconnaissance, qu'il y a des changements et oui, qu'on est capable de pouvoir retravailler ce lien-là pour qu'il soit sécuritaire, oui. pour le Une développement optimal, mmh, ça me mmh. semble pertinent. Ouais, un questionnement que j'ai moi dans ma pratique, c'est, lorsque par exemple, les 2 parents sont en conflit sévère de séparation, puis qu'il y a pas vraiment de reconnaissance, puis à ce moment-là, la protection de la jeunesse va décider de placer l'enfant pour 30 jours, soit en Mmh. famille d'accueil, Mmh mh. soit, dans famille, élargie, là, de Mmh mh. plus en Mmh. plus. Je questionne ça beaucoup parce que je ne sais pas en quoi le placement de l'enfant, pour 30 jours va amener vraiment les parents, ça peut arriver, ça m'est arrivé dans le sens que ça a créé un électrochoc là pour les parents d'avoir Mmh. perdu tous les 2 leur enfant, puis dire: «Bon là, on va se motiver». J'en ai eu en coaching comme ça des parents qui ont bien travaillé, puis leur enfant est revenu. Mais je me dis, si on se place du point de vue de l'enfant et je vais te donner ce qu'un enfant m'a dit, c'est qu'il a dit, elle me demandait: «Beh, qu'est-ce qui fait que tu es placé?» Il a dit: «C'est parce que mes parents ont des problèmes de comportement». Ah! Mais la raison de son placement, pourquoi on le place? Pourquoi c'est lui qu'on retire? Exact. Parce Ben, que c'est tout lui en le même c'est tu sais, c'est lui qu'on extirpe, puis on dit: «Beh, tu en fais ça», tu sais, c'est comme on te place en prison, on te tu sais, quand on sort quelqu'un, puis on dit bon alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'enfant d'être placé dans une situation comme ça? Moi, j'ai eu quelques expériences comme ça, comme je dis, plutôt négatives, où les enfants l'ont vécu comme ça. Moi, j'avais rien fait, ben, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, je disais des choses différentes d'un parent à ben l'autre, bon, oui. tout ça, puis il y avait mais on m'a placée, mais c'est mes parents qui ont des problèmes. Alors moi, je trouve que dans les situations de conflit sévère de séparation, on devrait davantage mettre des ressources spécialisées comme le coaching coparental ou peu importe le nom qu'on donne à ce service, comme il Mmh existe mh. le PCR ou d'autres, mais une intervention massive et intensive pour travailler avec les parents et travailler avec la famille et ne pas placer l'enfant. Parce que le placer, c'est en fait, moi, je trouve que c'est comme on punit l'enfant par rapport à ça et si c'est pas 30 jours, hein, Ben, après, ça ça va peut devenir devenir 6 longtemps. mois. Ça va Mmh mh. devenir 6 mois et là, s'effiloche un peu, le travail que les parents sont prêts à faire. Alors, je trouve que c'est différent, par exemple, de l'abus sexuel, donc où on se dit: «Bon, on va sortir l'enfant parce que vraiment il est Ben oui. abusé Ben oui. sexuellement». Mais là, il est abusé psychologiquement parce que ses parents sont incapables de se parler. Ben, il va falloir Mmh qu'on mh. trouve alors Mmh mh. c'est ça que je trouve Mmh mh. que je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je trouve qu'il y a ça, cette question-là. L'autre chose, je pense que tu voulais dire, quand un enfant veut plus voir un parent, à ce moment-là, est-ce qu'on prend la demande de l'enfant puis on le coupe d'un parent? Moi, je pense que ça doit être très, très grave pour faire ça.
parce que même dans les situations d'abus sexuels, on organise des contacts après avec le parent et l'enfant. Donc, puis supervisé, puis tout ça. Mais je me Supervisé, dis, bien sûr, exactement. parce que ce qu'on recommande, et un grand psychologue qui est assez connu au Québec, qui s'appelle Hubert Van Gezegem, qui a beaucoup travaillé avec l'aliénation parentale et tout, qui fait d'excellent travail, qui lui dit qu'il ne faut jamais couper le contact entre un parent rejeté et l'enfant rejetant. Il faut que le parent rejeté, puis moi, c'est ce que je conseille aux parents avec qui je travaille, continue de garder contact avec l'enfant. J'ai un père actuellement qui n'a pas de contact avec son fils depuis 1 an. C'est très souffrant. Mais le fils est au secondaire, il va sur le portail de l'école de son fils. Il constate que son fils, je ne sais pas moi, il a eu 85 en mathématiques, qu'il a gagné le tournoi de volleyball ou de bon, peu importe. À travers le portail, il est capable d'envoyer un message à son fils parce qu'il a son adresse courriel pour dire bravo, je suis fière de toi, je t'aime. Donc, le papa continue de garder contact. C'est son anniversaire, il faut qu'il lui envoie un cadeau. Bien, il faut que la maman donne le cadeau. Hein? Alors, moi, je travaille en coaching avec ces parents-là. Donc, il faut s'assurer que le cadeau va être donné à l'enfant. Donc, des lettres, ça peut être, parce que je sais que maintenant, on fait beaucoup de courriels, mais on peut aussi envoyer un texto. Il a son téléphone, un petit texto. Je sais qu'un papa qui fait ça, là, chaque jour, il envoie un texto à sa fille. Il n'y a pas de réponse. Mais moi, je dis, monsieur, arrêtez pas. Alors, envoie un texto pour dire bonjour Sandra, c'est papa, je pense à toi aujourd'hui, c'est vendredi, je te souhaite un bon week-end. Il faut être persistant, là, hein, pour un parent comme ça, mais je pense que ça vaut la peine de le faire plutôt que la plus grande erreur, je crois, c'est de dire bon, il ne veut pas me voir, donc c'est fini. Exact. Je fais plus rien. Oui. Il y a bien sûr, des situations, que ça, là, tu nous donnes un exemple dans un cas de figure, chaque situation, a besoin de son évaluation pour être en mesure de pouvoir savoir est-ce que je vais y envoyer une fois par jour, est-ce que je vais y en envoyer une fois par semaine, est-ce que je vais y envoyer Moi, je me souviens une fois où ce qu'on a finalement décidé de faire parce que ça fonctionnait pas du tout. Tout ce qui était d'ordre du message, ça amenait l'enfant dans une désorganisation particulière qui le mettait des fois en danger. Donc, il envoyait des lettres à un enfant à un endroit, puis à ce moment-là, ben, l'enfant, au moment où est-ce qu'il va être prêt, va pouvoir aller chercher les lettres qui vont être là. Ouais. Mais bref, c'était une Ouais. situation un peu plus Cynthia, les enfants sont tellement créatifs. Un exemple qui me vient, à l'automne dernier, une jeune fille de 12 ans qui ne voyait pas son père depuis quelque temps et c'était très souffrant. Puis la mère l'avait beaucoup contaminé là-dedans négativement. Mais bon, bref, ce qu'elle a trouvé comme solution, c'était que son père vienne la voir jouer au volleyball. Elle jouait au volleyball 2 fois par semaine. Quand ça a été dit avec la mère dans une rencontre familiale, la mère était estomaquée parce qu'elle avait j'ai dit: «Oui, je sais madame, ça se peut que votre fille vous dise des choses différentes, nouvelles, préparez-vous». OK. Donc et là, la mère a dit: «Ah!» Puis devant moi, elle n'a pas osé dire non parce qu'elle dit toujours qu'elle fait tout. Madame Fillon, je fais tout pour que ma fille aille voir son père. Mais là, la fille dit: «Ben, si papa vient me voir jouer au volleyball, c'est correct». Bon, OK. Fait que donc, ça a été ça l'entente, c'est un cas de coaching. Et les avocats, il faut que les avocats soutiennent ça aussi. Faut pas oublier les avocats qui peuvent vraiment être utiles. Mais voilà, la créativité des enfants, c'est incroyable. Alors donc, il y avait une issue proposée par l'enfant qui a été acceptée et sur laquelle on a travaillé. Absolument, absolument. D'où l'importance de travailler avec les 2 parents. Ah oui, Parce que c'est pas un des 2 qui a un problème, c'est notre famille qui a un problème, hein, dans le fond, c'est ça qui se passe. Puis l'enfant, c'est ça qui essaie de nous crier, en fait. Oui. Puis, ses comportements, ses gestes, ses paroles, il faut aller bien au-delà de ça, hein, dans le fond. Puis, oui, je pense qu'une des choses des fois qui est faite, puis malheureusement qui devrait être évitée, c'est que le piège, c'est qu'un parent dise, bon, ma fille avait pu voir son père, donc travailler avec elle et son père, moi, je n'ai rien à voir là-dedans, je l'ai toujours encouragé, tu sais.
Non, 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 on non. est ensemble, mais oui, c'est ça, on va être ensemble Hein, là-dedans, là. non, on va travailler pour rien et l'enfant, on va pas vraiment l'aider parce qu'imaginez si on la voit avec son père puis qu'on a une rencontre qui se passe pas pire ou bien on va chez McDo puis ils mangent ensemble puis tout ça. Et au moment où l'enfant rentre à la maison, la mère, est-ce qu'elle va soutenir ça? Est-ce qu'elle va encourager ça? Est-ce que Mmh. l'enfant va être capable de lui dire, ben, tu sais, c'était pas pire, même si c'était bien. Donc, il faut absolument travailler. Et c'est ça qu'on a appris, Cynthia, et on est chanceux au Québec. On a des grands chercheurs et il y a des projets justement de services qui existent, qui nous ont dit il faut travailler avec la famille, mais aussi avec le système. Donc, il faut travailler avec la protection de la jeunesse. Les avocats, il ne faut pas les oublier. Ils sont, moi, Mmh. là, dans ma région des Laurentides, là, c'est extraordinaire. Le soutien, l'ouverture des avocats pour nous, quand on travaille en coaching ou bien en audition amiable, qui est un nouveau service qui va super bien. Donc, Oui, les avocats, oui, ça se développe bien. Il y a de plus en plus de références. j'adore. J'ai formé une dizaine de personnes récemment qui sont un peu partout au Québec. Alors donc, ça se développe et c'est bien d'avoir plusieurs dispositifs parce que les familles n'ont pas les mêmes besoins. Non, Il y a des exactement. familles qui peuvent aller en médiation, il y en a qui ça marche pas pantoute. On peut aller en Mmh. coaching ou en amont de tout, on peut aller en audition amiable. D'autres familles ont besoin de la protection de la jeunesse parce que vraiment, ils ont de la difficulté à prendre en compte les besoins de leur enfant. Bref, c'est pas qu'il y a de mauvais services, il y a juste des bons services complémentaires. Ouais, ouais. Exactement. Ben non, parce qu'il faut pas qu'on c'est pas la guerre au service, c'est mon Dieu, Non. mettez-en parce que je suis d'accord avec toi que l'objectif, c'est de justement donner de l'intensité, en fait. Ouais. Puis malheureusement, c'est ça, on a encore de la place, on a encore du travail à faire dans notre société. Mais bon, en tout cas, on est deux bien motivés à mettre des affaires en place pour que Mhm, qu'ils mhm, puissent avoir des services, mhm. effectivement. Alors, tu sais, ceci étant dit, on a donné plusieurs exemples, hein, dans le fond, puis là, tu sais, c'est que ce soit maman vers papa, papa vers maman, 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 papa, papa, tu sais, je veux dire, tu sais, on a donné plusieurs exemples aujourd'hui, mais bien entendu, moi et Lorraine, on croit formellement que c'est de tout genre de parents, on voit de tout Mhm, type, là, hein. Dans le fond, c'est vraiment, mhm, c toutes les familles, en fait, qui sont, à qui on s'adresse, là, finalement. Il y a mhm, pas un profil de famille, il y a comme mhm. c'est dans toutes les familles, dans toutes les strates, hein, dans le fond, Oui, aussi au niveau socio-économique. oui, Donc, tu sais, oui, les familles qui se séparent sont à risque, hein. Il y a des oui, facteurs de risque, oui. dans le fond, tu sais, Mm. qui peuvent être plus présents, mais Cynthia, est-ce que tu me permets, il y a bien sûr, quelque je te chose qui permets me tout. tient, merci, qui me tient à cœur beaucoup et que je constate, c'est la rapidité à laquelle on reforme une famille recomposée. Et c'est beau Go. d'être en amour, on quitte son conjoint ou sa conjointe, on s'en va vivre avec quelqu'un d'autre qui, lui ou elle, a d'autres enfants. On va faire d'autres enfants avec cette personne-là. Ça va prendre quand même 9 mois. Mais si on prenait un peu plus de temps, je pense que ce que les parents oublient, c'est que le temps de l'adulte n'est pas le temps de l'enfant. Donc, tu es en amour avec quelqu'un, c'est formidable, hein? Ça va être bon pour la santé mentale, mais tranquillement, il va falloir que l'enfant apprivoise cette personne-là, Mmh. apprivoise sa nouvelle maison. Si en plus 3 enfants, imaginez, un enfant qui perd son statut d'enfant unique. Mmh? Alors, je suis enfant unique, je suis la petite princesse ou le prince de mes 2 parents, puis là, tout à coup, j'arrive dans une famille recomposée où au lieu d'être l'aîné, je deviens le cadet ou bien je deviens l'enfant aîné ou peu importe et Mmh. je perds mon statut, puis attention, je dois partager mon père ou ma mère en 4. Mmh. Alors, souvent, moi, ce que je trouve, en tout cas, c'est que les parents sont bienveillants et même des parents qui disent, bon, j'ai fait attention, j'ai préparé mon enfant. Puis je dis, comment vous l'avez préparé? Ben, on est allé souper au restaurant avec le nouveau parent. Bon, tout ça, je l'ai présenté. On est allé une fin de semaine tranquille à la maison. Puis après, c'est parti mon kiki. Là, après, c'est tout le monde ensemble. Tu sais. Et l'autre chose qui ferait tellement, donc prendre plus de temps Oui, pour parce la. que vivre avec une Oui, oui, personne et le oui, côtoyer dans oui. son quotidien, c'est 2 Et, choses très différentes, là. et l'autre chose,
aux parents, c'est de garder du temps seul avec votre enfant. Les enfants le demandent tellement et c'est tellement normal. C'est pas que la blonde de mon père ou le chum de ma mère, il est pas fin, c'est juste que c'est pas pareil quand il est là. Puis donc, j'ai un jeune qui me racontait récemment, là, à l'affiche, il y a Super Mario, là, pour les jeunes, c'est super cool, là, pour les jeunes enfants, là, de 5-7 ans. Mais lui, il a 11 ans. Et dans la bulle de la famille recomposée, ben, ce que le parent il a proposé, c'est qu'on va aller au cinéma pour voir quoi? Super Mario. Mais tu vas aimer ça, tu vas voir, c'est cool. J'ai pas aimé Super Mario. Ou bien Pat' Patrouille, des films, tu sais. Donc, que le parent puisse être capable de dire, bon, ben, mon conjoint, ma conjointe va y aller avec ses petits voir Super Patrouille. Moi, avec mon grand d'11 ans ou ma grande, on va aller voir un film, toi deux, tout seul. Cette difficulté-là, si j'en parle, Cynthia, c'est que je le vois souvent et c'est tellement une demande des enfants qui est un besoin, là. C'est pas un caprice. C'est pas. Alors, Non, ben hein? non, exactement, Donc, les fameux caprices, on n'est juste pas là-dedans, là. aller voir un film de mon âge, seul avec mon parent, aller chez McDo, l'autre jour, le garçon qui disait, juste aller manger chez McDo, tu sais, ça dure, chez McDo, c'est rapide, 30 minutes, mais au moins de parler seul avec mon parent, puis il n'y a pas les 3-4 petits, là, à côté qui braillent ou que... Fait que je trouve que j'en parle parce que je trouve que c'est important pour l'enfant d'avoir ce temps d'adaptation et ce temps seul avec ses parents. Mais je suis contente que tu aies Ouais. osé dire je peux t'en parler parce que je suis tout à fait d'accord. Puis je vais rebondir sur deux choses que tu as dit là-dessus. Mm. C'est que même quand on est encore en couple Mm. et qu'on a plusieurs enfants, des fois, nos Ah enfants, ils oui, n'ont pas les mêmes âges ouais, et ils n'ont pas les mêmes besoins. ouais, Puis c'est correct de passer du temps avec un, avec oui, l'autre. Les oui, enfants ont besoin de oui, remplir leur oui, réservoir affectif. Ils ont oui. besoin d'avoir ce temps-là Mm, privilégié. mm, mm. Et ce n'est pas effectivement de caprice. Vous le savez, en fait, quand là, moi, vous me connaissez, quand vous me suivez, mais on ne parle pas de caprice avec un enfant, on parle de certains désirs qui peuvent être des Ouais, fois prioritaires ou ouais, moins prioritaires, mais un ouais, désir qui n'est pas prioritaire, mais ouais, qui n'est jamais considéré, ça ouais, devient un besoin essentiel non ouais, comblé. ouais. Donc, Mhm, il mhm. faut Et qu'on la s'occupe. même chose que ce que les recherches démontrent aussi, c'est que dans les familles recomposées, il faut que le couple prenne du temps en couple. Absolument. Alors, des fois, il ne faut pas se sentir coupable de le faire. C'est vraiment important parce que les 5 premières années d'une famille recomposée sont celles-là où Mm, c'est le défi de vous c'est ça. adapter, de définir les rôles et de survivre à votre nouvelle famille avec cette nouvelle. Parce que quand vous allez avoir passé le cap de 5 ans, il y a moins de chances qu'il y ait une séparation. Fait que c'est ça que les recherches nous démontrent. Donc, il faut prendre soin de vous vraiment Et ça comme vaut la couple. peine de prendre le temps parce que Oui, tu veux oui, rester longtemps. Tu sais, oui, malheureusement, tu sais, dans plusieurs familles que j'accompagne aussi, c'est qu'on est rendu à notre 2 puis 3e recomposition. Tu sais, ça fait oui, mal, ça, là, oui, tu sais. Fait oui, que c'est oui, comme, ça, on oui, veut pas ça. Et oui, l'autre chose, c'est que ce que j'observe beaucoup, c'est qu'on est, tu sais, on parlait des enfants des fois qui veulent couper un lien mais dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est de couper un malaise interne, hein, dans le fond, c'est OK. ça qu'ils veulent faire. Mais quand tu te recomposes rapidement, ben Mmh. moi, j'ai envie de dire aux parents, il faut plonger dans cette peine-là. Oui, Tu l'as-tu pleuré, ton ancienne relation? Des fois, on veut se couper. Hein, il oui, m'a tellement fait mal, elle m'a tellement fait souffrir, je suis oui. tellement triste, je suis tellement en colère. En fait, ça ressemble souvent plus à de la colère, mais à l'intérieur, je suis Mmh, tellement blessée, ça fait tellement mal que je veux m'en couper de cette émotion-là. mmh, Non, sens-la, ressens-la, mmh. regarde-la, tolère-la, donne-y de l'amour, puis fais-toi accompagner pour être en mesure Oui, de pouvoir mmh, justement épurer tout ce qu'il y a là pour pas que l'autre parce que mmh. ce qui s'est passé dans ton ancienne relation, ben il y a des affaires qui t'appartiennent, puis qu'il va falloir que tu mettes différemment dans ta prochaine. Autrement, il y a des problématiques qui peuvent revenir. Tout à Hein? fait. C'est ça des fois que les Mmh, gens, ils disent: «Ah mais là, je pensais que c'était le bon». Ben oui, mais là, un moment donné, quand ça fait 4, 5, 6 partenaires, la seule affaire qu'on a en commun, c'est toi. Fait qu'il oui, faut qu'on mmh mh. regarde le fameux miroir. Oui, On a commencé avec le oui, miroir du début, mais si on tourne le miroir vers soi, c'est pas oui, un jugement, c'est juste prends le temps
de régler ce qui est à l'intérieur de toi Oui, avant de oui, t'engager avec une personne potentiellement oui. fabuleuse. On en parle dans les groupes de cococo, là, coparentalité, beaucoup de ça. J'avais un groupe justement cette semaine. On leur en parle aux parents, puis ils sont réceptifs, hein, ils sont réceptifs à ça parce qu'ils viennent à ces groupes comme des cours, hein, ils sont là parce qu'ils veulent. Ils ont tous dit, ceux qui étaient là, c'est la première soirée, ils étaient là pour avoir des outils pour mieux communiquer, mieux vivre leur coparentalité. Et donc, ils sont réceptifs quand on leur parle de justement le temps, de prendre le temps de s'adapter pour l'enfant, respecter aussi le temps de privé avec lui, les parents ne pas se sentir coupables, prendre du temps pour eux, c'est des Ah choses oui, comme ça. Oui. mais ça, oui, c'est vrai, tu as dit ça tantôt, puis ça, c'est super important parce qu'effectivement, une relation saine avec son enfant, c'est Mm. aussi de dire non à l'enfant, c'est aussi de dire je mets une limite. Tu n'es pas obligé, tu n'as pas à être fusionnel, tu n'as pas à tout remettre tes besoins de côté. Non. On a beaucoup parlé de la place du besoin des enfants, mais Oui. je suis pas en train de dire, on n'est pas en train de dire, moi et Lorraine, que tes besoins comme parents sont pas importants. Au Non. contraire, Oui. ils ont le droit d'exister. Il Oui. faut juste qu'ils soient départagés. C'est juste ça qu'il faut faire dans le fond, tu sais. Bon, Mhm. ça a l'air simple d'une même, là, mais tu sais, Mhm. Mhm. c'est ça. Il faut en avoir conscience, tout simplement. Mhm. Puis il y a des belles ressources, hein. Moi, dans ma région, on est choyé, dans les Laurentides, on a le regroupement des familles séparées recomposées de Laval qui offre des services formidables pour les parents séparés, seuls, des groupes pour les enfants. Alors, et c'est une ressource communautaire. On n'est pas obligé d'aller voir un thérapeute à grand prix. Puis les thérapeutes, on sait, sont surchargés. Mais ce groupe-là, entre autres, et je sais qu'il y a d'autres régions où il y a des maisons de la famille Ben, qui dans ma offrent. région, Oui, moi, on a la maison de la famille. oui. On a aussi une maison, en fait, pour les parents séparés, mais elle est au lac Saint-Jean. Fait que, moi, j'arrête pas de leur dire, ça nous en prend une aussi à Saguenay, là, mais donc, il y a effectivement plusieurs autres ressources comme ça aussi. Puis, Mhm, mhm. faut pas rester seul, finalement. Tu sais, c'est un peu Non, ça. non, c'est ça le pire. Puis il y a aussi un beau réseau, peut-être, sans doute, tu le connais, à cœur d'homme pour Ah, ben les oui. hommes. À Cœur d'Homme, les Et maisons oxygènes. oui, et faut pas rester seul parce que s'il y a des papas qui nous écoutent, des hommes qui nous écoutent, on sait que c'est plus difficile pour vous d'aller chercher de l'aide, mais il faut pas hésiter parce que la solitude, c'est pas bon. Mm. Et surtout si vous venez de vivre une séparation puis vous avez des idées qui peuvent être des idées noires, là, alors il faut aller chercher de l'aide. Le réseau à cœur d'homme, maison oxygène. Pour les femmes, il y a aussi beaucoup de ressources aussi. Les maisons d'hébergement, Maison effectivement, en d'hébergement, difficulté pour mais aussi la maison des femmes, en tout cas. Mhm. Il faut mettre sur le web, là, il y a beaucoup, beaucoup de ressources pour. Et si on a besoin d'une autre chose que je profite, il y a les centres de justice de proximité qui Absolument. offrent des informations, des consultations gratuites. Vous pouvez appeler, vous présenter. Il y en a dans plusieurs régions du Québec. Donc, si vous avez besoin d'un avis juridique, des fois, on en a besoin. Donc, Mhm. mettez centre de justice de proximité, puis vérifier, il y en a dans différentes régions du Québec. Donc, on a quand même, Cynthia, de bonnes ressources Absolument, pour aider absolument, les absolument, familles. Oui, absolument. On a oui. beaucoup parlé qu'il reste beaucoup de choses à développer, mais on a effectivement beaucoup de belles. Les ressources communautaires sont tellement précieuses. Moi, je les soutiens, puis je trouve tellement que le travail en partenariat, finalement, la collaboration, c'est ça qui est super important, là, finalement, là. Nous, chez nous, on a le groupe aussi Transit, on a la- la- en lien, en fait, avec SOS Suicide, mais dans le fond, le groupe Transition pour les hommes, ils font un travail fabuleux. Je les trouve tellement génial. Mais, fait que, tu sais, dans Mhm. chacune de vos régions, en fait, vous pouvez aller chercher les organismes Oui, communautaires et oui, ne oui. pas, ce n'est pas encore là pour une strate de la société. C'est Non. pour toutes les familles. Non. Puis l'autre chose, je sais que tu l'es aussi, mais ne pas oublier, au contraire, penser à la médiation familiale. La médiation familiale, on est 1200 quelques médiateurs au Québec. Si vous séparez et que vous avez droit à des heures gratuites, vous êtes déjà séparés, vous avez encore des heures gratuites pour Mhm. réviser, la médiation peut être une excellente. En fait, ça vaut la peine de la tenter. Des fois, il y a des parents qui disent, ah, je suis allé quand on s'est séparés, non, c'était pas bon, puis ça n'a rien donné. OK. Vous êtes séparés depuis combien de temps, monsieur?
5 ans. Ah, ben peut-être ça vaudrait la peine de réessayer. Puis peut-être vous pourrez réessayer quelqu'un d'autre, parce que si peut-être vous n'avez pas aimé l'approche, ça Ben vaut oui, la peine tu sais, je veux dire, le médiateur est formé justement pour aider. Il y a un psy qui disait que pour parler à 2, il faut être 3. j'aime C'est pas ça. mal, c'est beau, hein? Alors, ce monsieur-là, il s'appelle Pierre Grand, c'est un Français qui disait ça. Et faut être 3 parce que justement, quand on est à 2, on s'écoute pas vraiment quand Pas on tout est, le tu temps, sais, non. hein? Alors, quand il y a un 3, on fait un triangle, là, le 3 va faire en sorte, et c'est ce qu'on fait en médiation, qu'on Absolument. donne la parole à l'un, on donne l'écoute à l'autre, le devoir d'écoute. Et donc, ça vaut la peine de l'essayer, vraiment. Et c'est une ressource où il y a des heures gratuites payées par le ministère de la Justice. Donc, Absolument, absolument. fait que, Lauriane, c'était un plaisir de se recevoir. Je suis euh, tellement choyée, tellement heureuse que tu aies pris le temps dans ton horaire folle comme la mienne de oh, pouvoir, quand on veut quelque chose, je suis très, très, très contente d'avoir eu cet échange-là avec toi, Cynthia. Je savais que ça allait être comme ça, fluent, fluide. fluent, Oui, fluide. fluent, oui, non, fluide. On va On parler dirait que français. t'es Fluide, full c'est mieux. anglophone. Mieux fluide, fluide. Alors, non, moi, je suis Toutes les francophile. ressources qu'on a Francophile. nommées, ils vont être dans le descriptif de toute façon aussi de l'épisode. OK. Ils vont être tous aussi dans les commentaires. OK. Et de ton côté, en fait, je vais aussi mettre des ressources à laquelle tu as contribué, bien entendu. Mhm. Alors, merci encore à Merci toi. beaucoup. Bonne fin de journée à tous et bonne chance aux parents. Bonne route sur la séparation. Au revoir. Merci d'avoir été là, parce que ma mission à moi, c'est que les enfants soient vus et soient entendus. Et on a tous été un enfant un jour, alors il n'est jamais trop tard pour se réparer et pour construire les relations qu'on souhaite avec ceux qu'on aime. Si tu aimerais en savoir un peu plus sur moi, je t'invite à te rendre sur mon site web girardcynthia.com. Tu pourras y retrouver tous mes outils gratuits, mes services, mes accompagnements, les conférences, les webinaires, les formations, que du plaisir. Tu y trouveras le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être que tu as des questions, peut-être que tu te questionnes sur est-ce que j'ai besoin de services, est-ce que mes services pourraient répondre à tes besoins. Bref, je t'invite à prendre un petit appel avec moi de 15 minutes pour qu'on puisse en fait discuter puis évaluer si effectivement on a des besoins de service puis est-ce que je peux être la personne qui pourra t'aider. Alors ne te gêne pas, c'est gratuit, c'est possible. Dans le descriptif, tu vas trouver le lien pour pouvoir prendre un petit moment avec moi. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!